Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Dans cette vidéo, nous allons démarrer notre série de formation sur le développement web. Précédemment, nous avons tout simplement introduit les grands concepts ou du moins les notions les plus importantes qui tournent autour de Internet et du web. D'accord? Cette vidéo est du moins voilà, indépendante. Cela signifie que vous n'êtes pas obligé de la suivre pour suivre cette série. Néanmoins, si vous avez le temps, faites un tour car je définis quelques notions assez importantes pour le développement web. Alors, lorsqu'on parle de développement web, nous avons en tout trois grands standards, d'accord? C'est dit simplement que un site web fonctionne en général avec trois grandes technologies. Le premier, c'est le HTML, le second, c'est le CSS et le troisième, c'est le JavaScript. Le HTML pour Hypertext Markup Language, c'est tout simplement la technologie qui nous permet de dresser l'épine dorsale de notre site web, d'accord? On va faire la structure du web sans apporter de style. Ensuite, nous allons passer au CSS qui signifie Cascading Style Sheet, d'accord, qui va nous permettre d'ajouter un peu, voilà, cette partie style-là et tout simplement apporter de l'élégance au site. Et enfin, nous avons le JavaScript qui va nous permettre de créer des sites web dynamiques car nous pourrions entre autres ajouter des animations et ainsi faire du dynamisme sur notre site. Alors, nous allons commencer par le HTML. Sachez que lorsque vous abordez un site web standard, par exemple, si on ouvre Google Chrome, ok, je lance Google Chrome ici. Si vous lancez par exemple le site de Google en effectuant une recherche, par exemple, je vais dire simplement Best Techno, ok, 2024, ok, peu importe. Et voilà, donc je vais un Best Techno 2024. C'est tout simplement le recherche que je vais effectuer. Vous pouvez chercher ce que vous voulez. En fait, sachez que ce site-là, voilà, le site qui s'affiche, puisque certes, Google est un moteur de recherche, mais c'est un site web quand même, d'accord, puisqu'il a une URL et tout ce qui tourne autour de ça, d'accord. Alors, ce site-là, voilà, est composé de HTML, de CSS et de JavaScript. Tout ça est inclus, d'accord? Par exemple, si on désactive le CSS, j'ai un plugin ici qui va nous permettre de désactiver le CSS. Je vais tout simplement, par exemple, dire de désactiver tout ce qui est CSS. Et voilà. Regardez ce que le site qu'on a nous donne si on n'a pas de CSS là-dessus. En fait, c'est le même site. Aucune information n'a été soustraite. Le CSS va nous permettre d'ajouter cette partie style-là. Ok? Ce site-là n'est pas un site beaucoup animé. C'est-à-dire que le JavaScript n'est pas beaucoup utilisé ici. Mais le CSS, par contre, est très important puisqu'il va nous permettre de rendre un site élégant. D'accord? Donc là, j'ai réactivé notamment le CSS. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons venir sur Visual Studio et on va enfin aborder cette notion-là de HTML. OK? Donc déjà, je vais créer, d'accord? Je vais venir dans File ici. OK? Je vais venir faire Open Folder. D'accord? Je vais ouvrir un dossier. Et là, il m'amène ici, je vais, voilà, localiser un dossier. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, à partir de là, vous allez tout simplement vous rendre dans un espace avec votre disque dur et vous allez créer un dossier au titre de cette série. OK? La série, c'est tout simplement développement front-end. D'accord? Alors, moi, je vais le faire en accéléré. OK, donc c'est bon, le dossier est ouvert. Finalement, j'ai changé de nom, je l'ai appelé développement web. Mais comme je l'ai dit ça revient à la même chose. Alors, lorsque vous ouvrez un dossier sur Visual Studio, il va vous arriver de rencontrer ce type de message là. OK? Qu'est-ce qu'il demande? Il dit c'est pas si le dossier qu'il a ouvert est un dossier propriétaire, c'est-à-dire que si vous êtes propriétaire du dossier, ou simplement si c'est un dossier partagé. Est-ce que notamment vous aurez confiance à tous les acteurs qui interviennent dans le document en question, ou du moins voilà, dans le répertoire en question. Et là, je vais dire voilà, je fais confiance à tout ça et je vais lui dire que oui, je fais confiance aux auteurs. Et là, il va pas et là, maintenant, il va pas briser l'utilisation. D'accord? Alors, premièrement, on va créer déjà un fichier. D'accord? Et pour créer le fichier, c'est très simple. On va tout simplement lancer un nouveau fichier. On va lui donner le nom. Et habituellement, lorsque vous allez sur un site web, peu importe le site, la première page du site web, est nommée index. D'accord? Donc, on va tout simplement créer un premier dossier qu'on va appeler index.html. OK? Et on va le lancer.
Et lorsque vous le faites ainsi, je vais faire maintenant cette même fenêtre. Vous voyez que automatiquement, l'icône a été pris en charge. C'est-à-dire simplement que le HTML est un langage qui est pris en charge par Visual Studio Code. Maintenant que ça c'est bon, je vais vous expliquer quelques paramètres que vous devez activer automatiquement. Par défaut, sur Visual Studio, ce paramètre-là est automatiquement activé, auto-save. Mais si ce n'est pas le cas, vérifiez et cochez-le. Ensuite, vous allez venir dans les extensions, vous allez chercher l'extension Live Server. Donc, on va taper juste Live, ok, Server, et il est là. Et vous allez installer cette extension-là. Live Server va vous permettre en fait d'avoir un rechargement à chaud. D'accord? Cela signifie quoi? Que lorsque vous allez effectuer une modification dans votre fichier HTML avec le paramètre autosave enregistré, voilà, il va enregistrer automatiquement chaque modification que vous effectuez et cette extension va vous permettre en fait d'actualiser la page automatiquement. Si c'est bon maintenant, nous allons passer au code. Alors, qu'est-ce que c'est que le HTML? Concrètement, le HTML, c'est un document, ok? Un document au même titre que les documents Word et autres que nous rédigeons. Donc, en fait, c'est juste un document que vous devez structurer pas à pas jusqu'à terme. Alors, comme tout document, en fait, voilà, par exemple, quand vous rédigez un document sous Word, vous allez voir que vous avez plein d'éléments. On aura un en-tête, on aura un pied de page, on va avoir des titres, voilà, dans le document. On aura également des contenus, des paragraphes, par exemple. Il y aura des images et des vidéos. OK? Alors, c'est ce que nous allons apprendre à faire. Nous allons apprendre à structurer un document HTML. Déjà, pour commencer, sur Visual Studio ou dans la majorité des, voilà, des IDE, il y a déjà un raccourci qui existe en fait pour lancer ce qu'on va appeler en fait voilà, le code minimal HTML. D'accord? Et pour ça, on fait HTML, on va faire HTML5 et on va lancer. Et voilà, automatiquement, vous avez ce qu'on appelle la structure minimale de votre code HTML. Nous allons expliquer le contenu maintenant. Déjà, sachez que le HTML se base sur ce qu'on va appeler les balises. Le HTML n'est pas un langage de programmation. Ne commettez pas cette erreur que beaucoup font. Le HTML est très différent. C'est tout simplement un langage de balisage. Et même dans les trois standards du web, il n'y a que le JavaScript qui peut être considéré à proprement parler comme un langage de programmation. Donc, comme je disais tantôt, le HTML en fait structure le document par des tags. Par exemple, ça, c'est ce qu'on va appeler une balise. Une balise en HTML là, se représente en fait voilà, par un chevron ouvrant et un chevron fermant. D'accord? Et on a en fait deux types de balises. C'est ce qu'on va appeler les balises orphelines et on a tout simplement les balises de contenu. D'accord? Par exemple, le doctype ici est une balise orpheline. D'accord? C'est-à-dire simplement qu'elle n'a pas de balise de fermeture. Et quand vous allez prendre en fait le HTML ici, si vous cliquez sur ça, vous allez voir qu'il va réduire votre ligne là à deux lignes. Le tag HTML ici, en fait, se ferme ici. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment une balise de contenu parce qu'il contient, en fait, des informations ou d'autres types de balises. D'accord? Donc, le HTML est une balise qui s'arrête ici. Si vous dépliez un peu cela, vous allez voir que vous aurez d'autres balises. Par exemple, le head également, qui est une balise de contenu. Donc, elle s'ouvre ici et elle s'arrête ici. D'accord? Donc, la syntaxe, ça peut être une balise de contenu. C'est comme je vous ai dit. Elle s'ouvre alors ici, voilà, avec voilà, sa dénomination. Ici, on ouvre une balise de type head et là, on ferme la balise de type head. Donc, voilà, ce slash là, en fait, indique en fait la fermeture de la balise. Mais si vous voyez un peu dans notre en-tête head ici, le HTML ici, nous n'avons pas ce slash là. En fait, sachez que vous pouvez placer ce slash là. OK? Et là, en fait, quand vous placez le slash, oups, et là, Visual Studio nous montre en fait que c'est pas correct. Regardez par exemple le slash de fermeture ici, il est en blanc. Par contre, là, il est en rouge. Il nous indique en fait que voilà, ce tag-là, en fait, ne peut pas se fermer de cette façon-là. Puisque je me suis trompé, c'est tout simplement une balise HTML. Donc, elle s'est fermée plus bas ici. D'accord? Donc, c'est pas au bon endroit. Par exemple, dans la balise méta ici, qui est ici, si vous arrivez ici et que vous le placez, il devient blanc. Donc là, c'est correct. Donc, dans les balises orphelines, l'anti-slash est facultatif. Vous pouvez la placer, voilà. Comme vous pouvez ne pas la placer, ça fonctionnera toujours de la même façon. Maintenant, passons à la structure de notre code. En première ligne, vous avez le tag doctype. Et qu'est-ce que c'est que le doctype? Le doctype, en fait, va indiquer au navigateur le type de document qu'il entre, en fait. Donc, là, on dit en fait que le doctype est de type HTML. Il y a plusieurs types. Par exemple, il y a le XML également qui est là. Et ça, c'est un autre type de doctype. Il y a plusieurs types. Maintenant, le doctype permet d'indiquer au navigateur le type de document qui entre. C'est un document de type HTML.
Ensuite, on a la balise HTML elle-même. La balise HTML, c'est tout simplement la balise racine de votre site web. C'est-à-dire que c'est l'élément qui va contenir l'ensemble en fait de votre site web. Tout ce que vous allez développer dans le site web passe par cette balise HTML. D'accord? Et ensuite, on a la balise head ici. La balise head, c'est quoi? C'est une balise qui va recueillir, voilà, en son sein, puisque c'est également une balise de contenu. D'accord? Il va recueillir en son sein l'ensemble en fait des informations de votre site web. D'accord? Voilà. C'est tout simplement des données qu'on va placer qui ne seront pas affichées textuellement, mais c'est des informations qui seront utilisées par le navigateur. OK? Par exemple, la première balise meta, OK, meta ici, va permettre de définir les paramètres du site. Donc là, on a défini en fait, voilà, notre jeu de caractères. On dit que c'est un chargé de type UTF-8. On pouvait également lui passer plusieurs valeurs, comme il est dit ici. Voilà, tout ça en fait, c'est des valeurs qu'on pouvait passer. On a l'UTF-8, on a l'UTF-16, on a l'UTF-32 et autres. D'accord? Et ensuite, on a également une autre balise meta, d'où les valeurs sont name et content. D'accord? Qu'est-ce que cela signifie? Là, on lui dit en fait meta name égale à viewport. OK? Et ensuite, on lui passe le content qui est width égale à device width et initial scale égale à 0 et à 1.0 du moins. Pour vous expliquer cela, le viewport en fait, c'est tout simplement la page de votre navigateur. Si vous venez par exemple ici, le viewport, c'est toute cette partie-là. C'est simplement à partir de ce coin inférieur ici, à ce coin, excusez-moi, ça va être de ce coin supérieur gauche à ce coin inférieur droit ici. Ce qui signifie l'ensemble en fait de la superficie dans laquelle la page évolue. D'accord? Donc c'est ça le viewport. OK? Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit en fait? On lui demande en fait de paramétrer ce viewport de sorte à ce que la largeur du site web soit égale en fait à la largeur en fait de l'écran. Excusez-moi, la largeur du viewport, pas du site, la largeur du viewport, voilà, soit de la même dimension en fait que la largeur de l'écran elle-même. C'est-à-dire seulement que notre site va occuper la base de la largeur d'écran, voilà, de notre client. Ensuite, l'initial scale en fait définit en fait le paramètre de zoom. Ok, c'est simplement que le site s'affiche comment. Et là, on dit en fait qu'on ne zoome pas. On veut que tu passes en fait le paramètre scale à 1.0. Et ce paramètre-là évolue par échelle. À 1.0, on veut 100% de zoom. C'est le maximum. D'accord? Vous pouvez le passer à 2 ici ou à 3. Ok? Ensuite, on a la balise title. La balise title en fait sert à quoi? Elle sert simplement à définir le titre en fait de la page web. Regardez par exemple sur le navigateur, je reviens encore sur Google. Lorsque vous le lancez, vous voyez cette partie-là, Best Techno 2024 recherche Google. C'est ça en fait qui est défini dans la balise title. On va le lancer aussi tout à l'heure, vous allez voir comment ça va se comporter. Et après maintenant, on ferme en fait la balise et pour dire que on a défini les paramètres de notre site, les paramètres internes de notre site. Et ensuite maintenant, on a une balise body qui est là et qui est vide. La balise body, c'est la balise qui va contenir toute la structure de votre site web. D'accord? C'est dans cette balise-là qu'on va placer nos images, nos textes, nos titres et tout le reste. D'accord? Ensuite, on a fait en fait la balise HTML. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà exécuter notre site web pour voir un peu. D'accord? Si vous installez Live Server, redémarrez un peu Visual Studio et ensuite, lorsque vous allez ouvrir un document de type HTML, vous allez voir dans le coin ici Go Live. D'accord? Donc, Go Live, en fait, va vous permettre en fait de lancer, voilà, évidemment, votre serveur dynamique. Donc, si vous cliquez sur Go Live, voilà, il va lancer ça sur, voilà, moi j'avais paramétré qu'il lance en fait sous Firefox, d'accord? Et comme je vous avais dit, regardez par exemple ici, le titre du document, c'est tout simplement mis document, ok? Et avec Live Server, comme je vous avais dit, par exemple, si vous revenez ici et que vous actualisez ici en changeant le titre, mon premier site, par exemple, on va mettre juste le titre, mon premier site, vous allez voir que lorsque vous allez revenir sous voilà, Firefox chez moi, il va actualiser automatiquement le site à mon premier site. D'accord? Donc, la balise meta permet de définir ces paramètres-là. Ensuite, on va maintenant venir commencer à structurer un peu notre code. Alors, pour ceux qui se demandent comment est-ce que vous pouvez paramétrer le navigateur par lequel Live Server va se lancer, c'est très simple. Vous allez cliquer ici, lancer, ouvrir les paramètres et aller dans Extension Settings. D'accord? Quand vous allez ouvrir les settings de l'extension, d'accord, je vais rabattre mon écran de gauche. Vous allez juste déplier ça. Voilà. Et là, vous allez voir
Live Server, Settings, Custom Browser. Et là, vous allez choisir le navigateur par lequel vous souhaitez qu'il ouvre. Donc, vous voyez qu'il vous offre en fait le navigateur déjà installé. Moi, j'ai Chrome, j'ai Firefox, j'ai Edge. Et il vous permet également de l'ouvrir en mode privé, en navigation privée. Donc, j'ai lancé sur Firefox. Je peux dire, donc j'ai lancé sur Firefox. Je peux dire désormais que je veux qu'il ouvre ça sur Chrome. D'accord? Et après ça, je vais fermer ça simplement. Je vais arrêter le serveur et je vais relancer le serveur. Et là, il va ouvrir directement mon navigateur sur Chrome. Alors maintenant, on va revenir structurer la page. On a dit en fait tout à l'heure qu'il y a les balises qui permettent en fait de structurer notre code HTML. À votre avis, si je viens dans mon body ici, puis c'est un conteneur, et je commence à saisir du texte. Salut, bienvenue sur mon site. OK? Quand je vais ouvrir Chrome, vous allez voir que ça s'actualise et il a écrit salut, bienvenue sur mon site. Eh oui, donc on a ajouté une information dans notre site web, mais cette information-là n'est pas interprétée par notre navigateur. En fait, il l'affiche puisque c'est un contenu dans du body. Voilà, le body contient tout ce qui doit être affiché. Donc, il a vu ça, il a interprété du texte et l'a affiché. Mais il ne sait pas ce texte représente quoi exactement. Alors, dans le monde du web, en fait, il y a la notion du SEO. SEO signifie Search Engine Optimization. Et cela signifie en fait que votre site doit être conçu également pour pouvoir être exploré par les moteurs de recherche comme Google, Yahoo Search ou Bing. Ok? Alors, lorsque vous créez en fait un truc comme ça que vous placez, certes, pour l'homme, il arrive à lire puisque il voit en fait que c'est tout simplement un texte, il arrive à lire, salut, bienvenue sur mon site. Mais un moteur de recherche, par exemple, ne peut pas en fait comprendre cette partie. Donc, le site ne peut pas lui indiquer que voilà, ce texte-là, c'est par exemple un paragraphe ou un titre ou quelque chose. Il ne peut pas lui indiquer parce que lui-même, il ne le sait pas, on ne l'a pas précisé. Et c'est pour ça que chaque information qu'on va placer dans notre texte va passer par une balise. D'accord? Et la première balise que nous allons voir, c'est la balise de titre. D'accord? Et la balise, c'est tout simplement le H. D'accord? Si vous arrivez, par exemple, au-dessus, vous allez revenir, vous allez taper H et vous allez voir qu'il va vous proposer H1, H2, H3 jusqu'à H6. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement des niveaux de titres. Lorsque vous allez ouvrir Word, par exemple, et que vous allez commencer à entrer des titres, il y a tout simplement en fait un ordre en fait des titres du plus grand au plus petit par ordre en fait d'importance. Et là, par exemple, le H1, c'est le plus haut niveau de titre que vous pouvez avoir sur une page web. Donc, si je dis en fait H1 et je dis en fait, je place ce texte là ici, je vais juste sélectionner le texte. Salut, bienvenue sur mon site que je vais placer dans ce H1 en question. D'accord? Si vous revenez sur votre page web ici, voilà, c'est Chrome. Vous allez voir qu'il a actualisé cela et il a mis en plus grand. Voilà, il a placé en plus grand et l'a mis en grand. Donc ça, en fait, c'est le titre de premier niveau. On va tester en fait les 6 niveaux de titre ici. C'est simplement que ça, c'est le H1. Donc je vais venir ici, je vais dire que je vais pas faire salut ça. Je vais dire simplement que premier niveau, voilà, de titre. OK. Et ensuite, je vais dupliquer la ligne et je vais passer un H2. Comme j'ai dupliqué la ligne, voilà, ça ne va pas s'actualiser. Il va falloir que je le fasse manuellement. Et je vais changer en fait le titre des deux balises. C'est important en fait de changer des deux côtés. C'est-à-dire que la balise ouvrante et la balise fermante ici. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais placer ma balise ici, voilà, au niveau du 1. Ensuite, je maintiens la touche Alt et je place ça ici également un autre curseur. Donc là, j'ai deux curseurs et je peux modifier les deux ensemble. Là, je mets H2, CTRL Maj D, et là, je mets H3, et je duplique toujours, et là, je mets toujours H4, et ensuite, je duplique pour passer le 5e niveau du titre, bien évidemment, et je vais dupliquer à nouveau la ligne pour passer en fait le 6e niveau. Donc là, c'est mes premiers niveaux de titre, donc je vais dupliquer, je vais changer deuxième, voilà, je vais dire deuxième. Et voilà, donc c'est bon.
Maintenant, quand vous allez revenir sur votre navigateur, vous allez voir qu'il va créer en fait 6 niveaux de titre. Donc, que ça part du plus grand au plus petit. Donc, dans votre page web, en fait, lorsque vous aurez les premiers niveaux de titre, les titres les plus importants de votre site web, vous allez le placer avec le niveau 1. Ensuite, le deuxième niveau pour un élément voilà, de niveau moyen et ensuite un troisième niveau pour le dernier. En général, il est déconseillé de dépasser 3 niveaux de titre par page. Par exemple, le 1, 2, 3, ça doit suffire pour structurer votre page. Si vous devez aller jusqu'au niveau 6, c'est que vous avez beaucoup de choses à donner comme information. Et dans ce cas, Google et la bonne pratique vous recommande en fait de créer plus de pages en fait pour étendre votre contenu plutôt que de tout structurer dans une même page. D'accord? Donc, c'est ainsi. Maintenant, on va revenir. On va supprimer les 5 niveaux de titre. Voilà, les 5 niveaux inférieurs, on va garder le premier niveau. Donc, après le premier niveau de titre, on aura tout simplement les paragraphes. Et les paragraphes, c'est avec la lettre P. Donc, quand vous faites P et que vous validez, vous pouvez tout simplement placer un texte ici. Je suis un paragraphe ici. D'accord? Donc, si vous revenez sur votre navigateur, vous allez voir qu'il va placer premier niveau de titre et ensuite il va placer je suis un paragraphe. D'accord? Et là, j'ai mis un S de trop ici, geste ici. Ok, donc je vais le supprimer. Maintenant, nous allons commencer à structurer notre document. On va voir en fait les différents balises qui vous permettent de formater correctement du texte. D'abord, on a le paragraphe. Un truc magique que je vais vous expliquer, c'est le code émetteur. D'accord? Le code émetteur vous permet en fait de structurer votre page avec ce qu'on va appeler du faux texte. Et pour le faire, c'est très simple. Par exemple, vous allez taper l'orem, d'accord? Si vous tapez l'orem tout court et que vous tapez sur Entrée, il va créer en fait, voilà, euh, un paragraphe avec une suite de caractères. On a qui finit par là. Par exemple, vous pouvez générer un nombre de mots que vous souhaitez. Par exemple, si vous faites en fait l'orem 5, il va vous générer en fait, voilà, une phrase avec 5 mots exactement, voilà, juste à la fin. Vous pouvez tout simplement venir faire lorem par exemple ici, fois 2. Si vous faites lorem fois 2, il va vous créer en fait deux paragraphes, voilà, enchaîner l'une à l'autre correctement jusqu'à la fin. Donc, je vais garder le lorem x2, d'accord? Et si je reviens pour voir un peu ça, voilà, sur Chrome, voilà un peu ce qu'il me donne. Donc, imaginez en fait un paragraphe. Alors, lorsque vous naviguez sur un site web, vous avez des liens. Par exemple, sur Google, ça, c'est tout simplement un lien qu'on peut cliquer pour aller sur un autre site web. D'accord? Donc, ces liens-là, en fait, s'intègrent avec une balise HTML qu'on appelle la balise A. D'accord? Alors, la balise A, c'est tout simplement, vous venez juste là, vous tapez juste A ici, vous validez, qui va générer en fait un lien. D'accord? Et là, le href, c'est tout simplement author reference, qui dit simplement la référence en fait de l'auteur et le site web où vous voulez rediriger en fait les utilisateurs. Vous allez faire https, d'accord, et vous allez faire juste slash slash, d'accord. Et là, la balise A, comme vous l'avez vu, c'est tout simplement une balise de contenu. C'est-à-dire pas qu'on doit placer un contenu à l'intérieur. Et je vais tout simplement sélectionner cette phrase-là et mettre constructure, d'accord, que je vais glisser à l'intérieur. Donc, je vais placer ça ici à l'intérieur. Quand je vais repasser sur le navigateur, vous allez voir qu'au milieu, je reviens sur mon site, il va créer tout simplement un texte qui va souligner, il va le mettre en bleu. Donc, ce texte-là, en fait, va nous permettre de rediriger l'utilisateur vers un autre site. Ok? Si je clique sur ça, vous allez voir, il va m'ouvrir la page de Google. Donc, je relance et là, j'ai mal entré en fait l'adresse. J'ai mis en Google avec un seul O et deux J. Donc, il va falloir que je revienne et que je corrige ça. Je dis simplement que Google, c'est deux O ici et là, c'est bon. Donc, je relance et je vais cliquer sur ça et automatiquement, il va m'ouvrir en fait la page de Google. Et lorsque vous revenez, vous voyez en fait que la couleur du lien est passée du bleu, voilà, à cette couleur grisée. Ça, c'est tout simplement voilà, le caractère par défaut qui nous indique que ce lien a été visité. D'accord? On va voir un peu ça dans la partie CSS. Maintenant, il peut arriver par exemple que vous voulez en fait, lorsque vous allez cliquer sur le lien, plutôt que d'ouvrir le lien directement dans la page,
tu l'ouvres en fait une autre fenêtre ici, voilà, pour ouvrir la page directement à l'intérieur. Donc, plutôt que ça s'ouvre directement, que ça passe par une fenêtre externe, d'accord? Donc, pour ça, vous allez venir ici, vous allez passer l'attribut target ici, voilà. Et target, vous allez passer la valeur underscore blank. Donc, vous allez revenir et vous allez cliquer. Et vous allez voir que quand vous allez cliquer sur ça, automatiquement, la page, notre site web reste et il ouvre en fait une autre fenêtre à côté. D'accord? Donc, ça, c'est le lien. On va revenir sur le lien car c'est un élément important ici. OK? Donc, on va continuer. Après le lien, en fait, qui va permettre en fait de rédiger les images vers un autre contenu, on a d'autres éléments qui permettent de formater la structure de votre document. D'accord? Par exemple, on a la balise strong. La balise strong, en fait, vous permettra d'appuyer sur un élément important de votre paragraphe. Par exemple, si vous écrivez un document sur un thème, voilà, vous écrivez par exemple, vous êtes sur un blog, vous développez un thème important et que vous arrivez en fait sur un mot-clé en fait de votre thème, voilà, vous pouvez tout simplement le placer dans une balise strong pour indiquer en fait au navigateur que ce mot-ci en fait c'est un mot important. Donc par exemple, si je viens, je sélectionne ces deux-là que je vais placer dans la balise strong, par exemple ici, voilà, et que je reviens, vous allez voir qu'il va tout simplement mettre ça en gras. Après la balise strong, vous avez la balise EM. La balise EM en fait permet de faire de l'emphase, d'accord? Et l'emphase c'est quoi? Par exemple, chez nous, quand on s'exprime, euh, on a tendance en fait à appuyer sur le ton, voilà, sur l'intonation pour, voilà, pour ajouter en fait de la plus-value en fait à nos paroles. Par exemple, voilà, quand vous voulez pas quelque chose, vous voulez dire par exemple, vous pouvez dire simplement je n'aime pas. Vous pouvez insister sur le fait que vous n'appréciez surtout pas en fait le comportement ou la chose qui a été faite en disant je n'aime pas, voilà, avec insistance sur les mots, voilà, pour expliquer. Ça, c'est de l'emphase, d'accord? Donc, c'est le fait d'exagérer en fait, voilà, un élément par le ton et l'intonation, ok? Donc, pour mettre en emphase un mot, voilà, de votre document, c'est très simple. Vous avez la balise EM, vous allez placer directement, voilà, le mot qui doit être mis en emphase. Si vous venez voir en fait ici, vous allez voir que il va la mettre en italique. C'est pas qu'il va écrire ça en italique, il va réduire en fait la police de caractère. D'accord? Donc ça, c'est un type de formatage. En parlant d'italique, on a des balises, par exemple, comme la balise B, qui va permettre de mettre un texte en gras. Donc ça, vous mettez juste la balise B ici et vous allez placer un mot, voilà, ou une phrase à l'intérieur et il va mettre juste ce mot ou cette phrase en question en gras. Et voilà. Donc, si vous revenez sur votre navigateur, vous allez voir que cette partie-là, ce mot-là a été mis en gras par le navigateur en question. Et après la balise B, vous avez la balise I. Et la balise I, comme vous l'aurez compris, c'est pour italique, I pour italique. Quand vous allez l'ouvrir et mettre juste un mot à l'intérieur, corporis, ici, voilà. Si vous retournez sur votre navigateur, vous allez voir que le mot que vous avez placé, corporis, ce mot a été mis en italique ici. Maintenant, nous allons voir les listes. Les listes également peuvent être introduites dans un document web. Pour les listes, il y en a deux types de façon générale. En fait, c'est ce qu'on va appeler les order lists et les unorder lists. Dans un document Word, en fait, c'est tout simplement des listes énumérées. Voilà, par exemple, 1, 2, 3, 4, grand A, grand B, grand C, grand 1, grand 2, grand 3, voilà. Et on a les unorder lists, en fait, les listes à points où vous mettez simplement des plus, des points, des étoiles et autres, en fait, pour énumérer des éléments. D'accord? Donc, pour énumérer une liste, en fait, pour créer une liste, c'est très simple. Je vais séparer ma balise ici en deux balises. Voilà. C'est-à-dire que là, je vais créer une autre balise P à l'extérieur ici. Voilà, je vais faire P et je valide. Et je vais copier le deuxième paragraphe ici à l'intérieur. Donc, je vais copier cette partie-là, juste ici. Donc là, j'ai deux balises ici. D'accord? Et entre les deux balises maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une liste. Et pour placer une liste, c'est très simple. Vous prenez juste la balise OL. D'accord? OL signifie Ordered List. D'accord? Une liste ordonnée. Et à l'intérieur de la liste, vous allez placer ce qu'on appelle des balises LI. LI signifie liste item. D'accord? C'est simplement les items en fait de votre liste. D'accord? Donc par exemple là, je vais dire que liste ici, je vais d'abord venir au-dessus. Par exemple, je vais placer une balise P. Je vais dire mes fruits favoris. D'accord?
Et dans LI, par exemple, je vais placer, voilà, je vais placer peut-être orange, ok. Ensuite, je vais placer pomme. Et ensuite, je vais placer banane, voilà. Et ensuite, je vais tout simplement passer la poire. Donc, si vous revenez dans votre navigateur, vous allez voir qu'il va laisser en fait mes fruits favoris par ordre en fait à 1 orange, 2 pommes, voilà, et c'est jusqu'à poire qui occupe la quatrième place. D'accord? Après, il y a ce qu'on va appeler également le un ordre de liste. C'est en fait, c'est des listes où on n'a pas besoin d'énumérer un ordre numérique. Par exemple, là, on va replacer une autre balise P, et là, je vais dire simplement, voilà, mes sports. D'accord? Donc, je peux mettre mes sports. Je vais dire en fait, euh, sport pratiqué. Et là, je vais venir juste là. Je vais mettre un UL qui signifie un ordre de liste ici. Et là, je vais mettre LI. Je vais dire par exemple football. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais dupliquer la ligne et je vais placer basketball. Voilà. Je duplique à nouveau la ligne et je vais voilà, venir dire par exemple le judo. Et là, vous allez voir qu'il va mettre sport pratiqué, football, là, basketball là, et judo. Et là, vous voyez en fait qu'il a mis en fait voilà, des listes à plus ici. Donc ça, c'est un ordre de listes désordonnées ou de listes non ordonnées. Maintenant, après ça, en fait, il y aura ce qu'on va appeler les listes de définition. D'accord? Les listes de définition, c'est quoi? C'est tout simplement des définitions que vous pouvez mettre en fait sur une page. Un exemple, je vais revenir ici. Et juste après mon deuxième paragraphe, je vais tout simplement définir quelques notions. D'accord? Donc, je vais venir ici, je vais dire que je vais mettre P, d'accord? Voilà, et je vais faire quelques définitions. Ok? Donc, je fais quelques définitions ici. Et maintenant, après ça, je vais placer une balise qui est le DL. La balise DL vous permet en fait d'activer une liste de définition. Et DL signifie Definition List. D'accord? Donc, DL, vous entrez. Et dans la balise maintenant, on va appeler deux autres balises qui est la balise DT qui signifie Definition Term. Et nous allons passer en fait le terme de la définition. Par exemple, je vais passer HTML ici. Et après la balise DT, nous allons passer la balise DD qui va nous permettre de définir voilà, cette balise-là. Voilà, d'accord? Donc là, je fais DD et je vais placer hypertext markup language. Voilà. Donc là, je vais mettre le T ici, c'est en majuscule, HTML ici. Et ensuite, on va venir ici, on va placer également une deuxième balise DT. Dans cette balise, je vais placer CSS. OK. Et ensuite, je vais placer DD. Et je vais dire ici cascading style sheet. OK. Puis, on va revenir à nouveau. On va définir une balise DT. Et je vais définir ici JavaScript. Où je vais mettre JS ici. D'accord. Et je vais faire en définition ici JavaScript tout court. D'accord. Donc, quand vous allez revenir ici, vous allez voir qu'il va définir un peu ça. Donc là, il vient dire HTML, Hypertext Markup Language, CSS, Cascading Style Sheet et JSA ou JavaScript. Donc, pour structurer ça de façon correcte, on va venir, je vais tout simplement remplacer ça par un long texte quand même. Donc là, je vais venir dire ici que après ça, je veux que tu mettes une virgule et que tu me fasses en fait un lorem de peut-être voilà 15, un lorem de 14, c'est pas grave, ça revient à la même chose. Et là également, bon, je vais mettre un peu plus que ça, je vais dire peut-être ici, ok, du lorem de 20, et voilà. Et je vais faire la même chose ici, virgule, je fais lorem de 20, et je valide, et la même chose à nouveau, je répète ici, avec un lorem de 20. Et c'est bon. Donc, si vous revenez à nouveau à la fin, vous allez voir qu'il va définir correctement avec le long texte. Donc, ça, en fait, c'est les définitions. Un truc que j'ai oublié de préciser, par exemple, il peut arriver dans votre document que vous ayez en fait besoin de placer des indices
ou des exposants. D'accord? Supposons par exemple que vous voulez définir une formule mathématique, par exemple la formule de l'hypoténuse hein, qui dit simplement que a carré, excusez, c'est plutôt a carré, d'accord, égale à b carré plus c carré. Donc égale à b carré plus c au carré. Donc là, par exemple, si vous venez, vous allez voir que voilà, il va écrire ça correctement comme c'était écrit ici. Voilà, A2 égale à B2 plus C2. Comment on peut faire passer les deux au carré? Donc là, vous avez une balise qui est la balise sup, d'accord, qui vous permet en fait de faire passer un continu, voilà, en exposant. Donc si vous rentrez la balise sup ici, donc je viens ici, excusez, je vais taper sup, et voilà. Et donc, je vais juste copier ce deux-là ici, tout simplement. Et je vais copier cette balise-là dans ces trois endroits. Donc, je fais CTRL-C, j'enlève ça, et je le colle ici. Et ainsi de suite, je viens ici et je l'enlève aussi pour le coller. Donc, si vous revenez en nouveau maintenant, vous allez voir que il a mis en fait les deux en exposant. Et pour placer les deux en indice, d'accord, c'est très simple. Au lieu de placer la valeur super, vous allez remplacer la balise super par la balise sub. D'accord? Et c'est ainsi de suite. Et là, je vais remplacer ça par sub ici. Donc, si vous revenez dans le navigateur, donc là, vous allez voir que le A du 2, le 2 du A du moins ça est un indice et non plus un exposant. Un truc que je voulais que vous remarquiez, dans le document HTML, en fait, les espaces sont réduits. Par exemple, si je venais par exemple ici, dans mon cascading style sheet ici, et que je décidais par exemple de mettre un certain nombre d'espaces. Là, quand je colle, évidemment, si vous venez pour lire, il va coller évidemment cascading et style ensemble, puisque je n'ai rien mis. Si je mets un espace comme c'était avant, il va la réorganiser, il va mettre cet espace-là. Mais en fait, c'est tout, c'est la limite ainsi. Si par exemple, je veux mettre plus d'espace, par exemple, je vais tabuler à plusieurs reprises, voilà, vous allez voir cet espace-là sera ignoré par le HTML, il va tout simplement l'ignorer, il va la réduire toujours à un seul espace, voilà, un espace blanc. Donc, pour mettre cet espace-là, c'est très simple, on va utiliser des codes HTML. Et ces codes, comment se jouent par l'SQL8. Par exemple, si je veux mettre, voilà, un espace ici, je vais commencer par l'SQL8 ici, d'accord? Et je vais tout simplement taper le code. Par exemple, NB ici, NBSP signifie Non-Blocking Space, d'accord? Donc, c'est la même chose ici, ces deux vont fonctionner. Si je prends le raccourci, voilà, NBSP, et que je reviens, par exemple ici, vous allez voir que entre, voilà, il a mis maintenant plusieurs espaces ici, entre cascading et style. Donc, vous pouvez répéter par exemple ça, vous pouvez venir répéter NBSP ici à plusieurs reprises. Voilà, donc si je copie ça comme ça, vous allez voir que cette fois-ci, il va respecter, il va mettre plusieurs espaces ici. D'accord? Évidemment, en fait, il le met, mais je pense qu'un unblock space, c'est deux, juste deux espaces, non? Je vois que c'est deux tabulations. Voilà, deux espaces par deux tabulations, puisque une tabulation, normalement, c'est quatre espaces. Voilà. Et si vous dupliquez ça, CTRL-C, voilà, vous allez voir que maintenant, il va l'agrandir un peu plus. Et voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous pouvez également mettre en fait le format long, non-breaking space, ça va fonctionner également. Si vous faites un non-breaking space, voilà, il va considérer ça également et va l'afficher de la même façon. D'accord? Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs codes en fait. Entre autres, en fait, il y a le LG, voilà, le LG ici, qui va permettre en fait, voilà, si vous venez ici par exemple, voilà, qui va permettre de mettre ce symbole-là, d'accord? Et on a le RG ici. Voilà, on a le right arrow par exemple qui va permettre de mettre la flèche à droite. Voilà, et tout ça. Donc ça en fait, c'est des symboles qu'on peut utiliser dans le code HTML ici. D'accord? Et on a par exemple le copy. Vous voyez en fait le symbole du copyright. Et voilà, il suffit simplement de venir faire juste un copy ici. Et là, il va mettre avec ce symbole de copyright que vous voyez un peu partout sur tous les sites web ici. D'accord? Donc, ces petits raccourcis, en fait, sont des trucs assez importants, très importants même d'ailleurs. Voilà, donc je vais mettre en fait un lien de ça pour que vous puissiez visiter un peu tout ça. Alors, dans cette vidéo, nous avons vu ensemble le format HTML, nous avons vu les niveaux de titre, on a appris en fait à formater voilà, un document avec des paragraphes, on a vu les listes, les deux types de listes, ordonnées et non ordonnées. On a vu également les listes de définition, voilà, et on a vu en fait les codes raccourcis, d'accord? Donc, dans la prochaine vidéo, on va pousser un peu, voilà, notre formatage du texte un peu plus loin et on va voir en fait l'intégration multimédia.
Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.